bonjour, nous sommes en compagnie de Johan et de Ségolène de Gigamic. Johan qui est l'auteur de Critical Foundation avec Christophe Vallat, c'est ça. Donc Critical c'est un petit truc révolutionnaire. On a discuté un petit peu avec Ségolène avant dans l'édition de chez Gigamic, puisque c'est un jeu narratif, pratiquement presque un jeu de rôle en fait. Donc qui voudrait d'abord présenter un petit peu déjà comment s'est passé la genèse de Critical? Oui, merci beaucoup. En fait, ça s'est passé il y a 2 ans, juste avant la fin du monde. Ouais, on était au salon de Nuremberg, un des derniers salons avant que tout s'arrête. Et donc voilà, j'ai montré quelques jeux à Gigamic, à Joseph, qui est devenu le chef de projet de Critical. Et en fait, voilà, c'était un projet qui était beaucoup plus humble au début. C'était le concept qui est toujours un peu présent dans Critical, c'était de... À chaque fois que quelqu'un qui n'est pas rôliste me demande ce que c'est qu'un jeu de rôle et comment on y joue, je me prends les pieds dans le tapis, je m'en sors pas, je prends des comparaisons, j'y arrive pas. Donc je me suis dit, on va faire un truc, c'est plutôt que d'expliquer ce que c'est, on va jouer. Voilà, c'est plus simple. Donc c'était un tout petit concept qui a pris un peu d'ambition, mais qui garde cette idée de, on va jouer même si on n'y connaît rien, on va être pris par la main de A à Z et sur des parties pas trop longues, parce qu'on sait que en 2022 le temps c'est précieux. Et le jeu de rôle, c'est un loisir souvent qui, on va dire, ça mobilise en général une soirée, une bonne grosse soirée. Donc nous, en fait, on part d'un principe que on va se concentrer uniquement sur les moments importants et qu'une partie, ça va être une demi-heure. Un peu plus, parfois, mais en gros, ça tourne autour d'une demi-heure. Et donc ce concept, c'est ça, c'est faire jouer tout le monde, qu'on soit totalement néophyte en jeu de rôle ou rôliste un peu chevronné mais qui manque de temps pour préparer, et on joue en une demi-heure. Et donc dans la boîte, c'est des segments comme ça, et ça fait l'équivalent d'une saison de série télé, parce que c'est ça aussi l'argument, c'est qu'on est un peu sur une série télé, mais autour d'une table. Ségolène, qu'est-ce qui a séduit Gigamic dans le projet de Johan et Christophe? Nous, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que déjà, c'est très rigolo, parce que un mois avant de partir à Nuremberg, on s'était dit que ce serait vraiment bien qu'on trouve un projet jeu de rôle, mais accessible, quoi. C'est vraiment très drôle, le hasard de la vie. Et quand Johan a présenté ce projet à Joseph, il a dit « Ah mais c'est ça, mais on le veut !» Donc il a signé tout de suite. Parce que nous, à Gigamic, on est effectivement plutôt experts en jeux de société dans ce qu'on édite, mais on est tous des passionnés de jeux et de jeux de rôle aussi. Et on trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas cette passerelle qui soit faite, parce qu'il existe déjà beaucoup de boîtes d'initiation, mais il y a quand même encore un gros travail pour le maître du jeu. Et nous, ce qu'on avait vraiment envie, c'est que même une personne débutante se sente capable en fait de mener une partie de jeu de rôle. Et on trouvait que ça manquait dans les boîtes d'initiation. Donc on s'est dit ok, on veut développer ça, on veut essayer d'accompagner les gens pour qu'ils se sentent libres et que ça se démocratise en fait à un plus large public, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent moi j'adorerais faire du jeu de rôle mais c'est trop long, j'arrive pas à visualiser quand on me décrit une scène, j'ai du mal à m'immerger, ou alors j'arrive pas à argumenter. Enfin il y a plein de freins qu'on se met parfois en fait un petit peu bêtement, parce que tant qu'on l'a pas fait, peut-être qu'on n'ose pas. Et du coup, là, l'idée, c'est de les aider, de les accompagner, de les guider. Et au fur et à mesure qu'ils se sentent un peu plus libres, puisque vraiment, c'est construit comme ça, on va gagner en expérience de jeu, mais on va aussi gagner en expérience finalement d'improvisation. On va se retrouver finalement à faire des scènes qui sont improbables, qui n'étaient pas forcément prévues dans le scénario, mais on se sent en capacité de les gérer parce qu'on a été guidé correctement depuis le début du jeu. J'espère que je dis pas trop de bêtises. Donc voilà. Donc voilà, ce qui nous a séduit, c'est vraiment le fait que ce soit clé en main, quoi. On a toutes les clés pour pouvoir jouer. Tous les personnages sont déjà préconçus, il n'y a pas toute la partie qui est grosse préparation. Et la montée en expérience, on la ressent quand même, parce qu'on va gagner des équipements au fur et à mesure de l'aventure, ce qui va nous rendre un peu plus costaud. Et on est prêt pour affronter le dernier boss du Big Boss. Merci. Alors, maintenant on va passer au cœur du sujet. Hein. C'est quoi Critical Foundation ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est donc la première boîte. Alors, je pars sous le contrôle de Ségolène parce que je sais pas ce qu'on a autorisé à dire ou pas, mais je peux parler de la deuxième boîte. Très bien. Donc, ça, c'est la première boîte, c'est Critical. On est sur un futur proche. On est en 2035 et on a en gros forcé le trait par rapport à ce qu'on imaginait de notre monde. C'est une vision un peu noire, un peu où les grandes méga corporations, enfin les GAFAM, commencent vraiment à prendre du poids. C'est une dystopie pas forcément très très positive, mais un peu. On n'est pas encore sur Blade Runner. On est un peu avant, quoi. Oui, tu allais dire quelque chose.
Non, j'allais juste te demander, les joueurs quand ils s'asseyent autour de la table, ils sont destinés à jouer quel type de personnages? Est-ce que c'est des personnages un style jeu de rôle ou on est plus proche du jeu de plateau? On joue des héros déjà. C'est important. C'est-à-dire que le cœur du jeu, c'est que oui, on va jouer des. Alors, je spoil pas la saison 1 parce que je parle de saison parce qu'on est vraiment comme dans une série. Mais en gros, on joue des équivalents d'agents gouvernementaux, quoi. Et on va mettre les pieds dans un truc qui nous dépasse complètement. Dans Critical, on va découvrir dans Fondation, on va découvrir des secrets. On va avancer. Donc il y a 9 épisodes. À chaque fois, c'est segmenté en scènes. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est que on joue une demi-heure, puis on se dit bon bah voilà, c'est la fin de l'épisode. On finit toujours sur un petit cliffhanger. On se dit est-ce qu'on arrête là ou ok, on fait une deuxième, on sort une petite demi-heure derrière. Allez, d'accord. Donc en fait, c'est pour ça que ce côté, Ségolène parle de côté à la carte, parce qu'effectivement, on regarde le nombre d'épisodes, on regarde / joue le nombre d'épisodes qu'on a envie de. La préparation n'est pas énorme, c'est-à-dire qu'il faut juste que le meneur le lise une fois. Voilà, c'est ça, il lit ses 4 pages et puis on y va, quoi. Donc voilà, on est sur du futur proche, un peu sombre, aux États-Unis, avec une histoire de vastes complots. Voilà ce qu'on peut dire. Un détail intéressant, c'est que là, tout à l'heure, on est aux fiches de Cannes, hein, et donc dans les animateurs qui font tourner Critical en bas, il y en a qui n'étaient pas rôlistes, ou alors qui a peut-être fait une partie ou deux en tant que joueur, et qui là se retrouvent à être meneurs de jeu. Donc ça m'a intéressé, je leur ai demandé, et ça va comment en fait? Ils m'ont dit, on a perdu 2 kilos de sueur à l'idée de le faire, et puis en fait, ils ont pris le livret, ils l'ont lu, ils ont fait, ça va en fait. Et ça va en fait, c'est bon. Ça veut dire qu'on a ce qu'on veut, c'est ça le concept. Une lecture, et puis tu te lances. Et au fur et à mesure des parties, ils m'ont dit, on commence à improviser un petit peu, on prend un peu en confiance. Au début, on lisait les textes narratifs, et puis maintenant, on commence un peu à les interpréter à notre sauce, on les mange, et puis on les redonne avec un petit supplément d'âme. Enfin, ils ont là, en l'espace d'une journée, ils ont appris à devenir meneurs. Justement, tu me disais en 2 secondes ils ont compris, etc. Mais alors comment tu as fait pour qu'ils aient compris en 2 secondes? Comment ça fonctionne exactement au niveau de meneur de jeu dans Critical? Est-ce qu'on a un petit de 0 par exemple? Il est là. Non mais ouais. Alors, en fait, on est quand même, on est sur la passerelle jeu de plateau, jeu de rôle. C'est-à-dire que on va pas juste laisser le meneur face à des pavés de texte indigestes. L'idée, c'est qu'il y a une iconographie qui est très très puissante et que tout, absolument tout, c'est de la prise en main avec de l'iconographie. On sait quand on doit lire un texte, on sait quand il y a un jet de dés, on a les résolutions positives ou négatives d'un jet de dés. Il y a vraiment, normalement, on peut choisir de rajouter des choses, mais là, tout est fourni sur une lecture linéaire, pas à pas. Là, je fais ça, je leur lis ça. Là, ils vont lancer un dé, le résultat, si c'est bon, si c'est pas bon, et ainsi de suite. Et on avance. Il y a aussi cette histoire avec l'écran. On a un peu pimpé l'écran. C'est du tuning. C'est-à-dire que on va avoir en fonction des décors que vont croiser les héros, ils vont avoir des cartes comme ça illustrées par Pascal Kido qui a fait un travail de dingue. Ces cartes, elles sont pas uniquement illustratives, hein. C'est-à-dire qu'elles sont là aussi pour apporter de l'information de gameplay. Les gens vont vraiment les observer, peut-être trouver des failles, dire mais attends, mais on pourrait passer par là en fait, il y a un trou là, ou voilà. Il y a un effet de zoom, c'est-à-dire qu'on va être vue satellite sur l'épisode 0, puis on va se rapprocher un peu, on a une enceinte, est-ce qu'on va la franchir, comment on la franchit, par où est-ce qu'on la franchit. Là, le meneur de jeu, en fait, il s'appuie sur ces illustrations-là, et ce qui fait que quand il demande un test aux joueurs, tout est cohérent et il a été pris par la main, quoi. Puis je vais pas aller plus loin dans le scénario parce qu'il y a peut-être des gens qui vont le jouer. Non, on va pas dire. Ce serait moche quand même. C'est de la même façon qu'on spoile pas une série télé, on spoile pas un scénario de Critical, quoi. Donc en fait c'est ça, c'est qu'on a beaucoup bossé notamment avec Joseph qui est là-bas, qui se cache, qui est le chef de projet et qui est c'est quasiment le 3e auteur sur le jeu. Il a fait un boulot de dingue sur le côté didactique, pédagogique, ergonomie. On a bossé vraiment tous les 3 là-dessus. On s'est pris la tête sur des micro-détails, sur les pictos. À quel moment est-ce qu'on dit au meneur de mettre la carte d'un antagoniste dans l'écran? Est-ce qu'il faut d'abord lire le descriptif, puis mettre la carte, ou l'inverse? On est vraiment rentré à ce niveau de détail pour que le meneur n'ait pas ces petites questions à se poser et pour fluidifier l'expérience.
Ouais, je vais te voler la carte. Je vais passer vite à l'écran. Voilà, en fait, les informations pour le meneur sont derrière. Voilà. Voilà. Et là, je vais plus réussir évidemment à remettre. Ah si. Ah, c'est bien fait, hein, quand même. Ouais. Alors pour la mécanique, il y a des D12. Mais en fait, ils sont un peu bizarres. Alors, ce n'est pas des D12 traditionnels, justement. Alors, au niveau de la mécanique, justement, qui c'est qui peut me parler un petit peu de ça? Pourquoi le D12, il est comme ça? Il est comme ça pour que ce soit plus simple en fait. Comme ça, les tests vont se faire sur un maximum de 3. Donc, on va retrouver la phase 0, 1, 2 ou 3. Et la phase croix qui représente l'échec critique, puisqu'on a vraiment cette notion quand même qui est importante dans le jeu de rôle d'échec et de réussite critique, je précise, avec des bonus et des malus qui vont accompagner nos actions. Et ce qui fait que c'est quand même vachement plus simple que de se retrouver sur un test de 10 où il y a beaucoup de... Si on fait 1 ou 2, c'est vraiment nul. 3 ou 4, c'est un peu moyen. Là, au moins 1, 2 ou 3 ou 0, on se pose pas trop la question, quoi. Soit c'est raté, soit c'est réussi un petit peu, soit c'est réussi moyen, soit c'est vraiment réussi. Et puis voilà, il n'y a pas de... on se pose pas la question de savoir à quel moment c'est important. Et les protagonistes, eux, ils ont un dé avec des symboles. C'est des symboles qu'on va retrouver d'ailleurs sur toute la gamme Critical. Ce sera les mêmes dans la boîte sanctuaire médiéval fantastique. Et là, ça va correspondre en fait à ce qui est sur les cartes. C'est très très simple en fait. Tel symbole, il va se passer 2 dégâts. Tel symbole, il va se passer un pouvoir particulier. D'autres symboles, ça va être un échec ou une réussite critique. Donc vraiment tout est. Moi, j'y arrive pas. Non. Attends, j'y suis pas du tout quoi. Oui, non. C'est nul, hein. Oui, non. Mais bon, voilà, vas-y, je te laisse faire. J'arriverai jamais. Puis j'ai ma main gauche aussi. Mais bon. Je te vole la parole. Ce que tu dis sur la mécanique, en fait, on essaie d'avoir une cohérence globale, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. En jeu de rôle, il y a toute une partie qui peut être très sympa, mais on peut passer 1h30 à faire ses courses dans le marché de la ville médiévale pour s'équiper, pour trouver un pauvre art qui a une cotte de maille. Alors oui, c'est rigolo. Le truc, c'est que nous, c'est pas notre choix. En fait, on va uniquement sur les scènes fortes. On enchaîne une scène forte, un cliffhanger, une scène forte, un cliffhanger, et c'est comme ça en fait qu'on arrive, c'est ça le secret, c'est qu'on arrive à compresser la narration. Et si on enchaîne 3 scénarios, en 1h30, on aura vécu l'équivalent de 10 heures de jeu quasiment, quoi, en termes de ressenti. On en parlait tout à l'heure avec Joseph, effectivement, à la fin d'une partie, les gens se disent mais on a fait plein de trucs. Bah oui, parce qu'en fait c'est du TSR quoi. C'est du sirop, c'est du concentré. Et la mécanique, c'est pareil. On va à l'essentiel. On va pas s'encombrer de 12 000 tableaux, 12 000 trucs. Les joueurs, c'est des héros. Donc en général, ils arrivent à faire des choses. Ils sont badass, ils sont puissants, ils sont valorisés. La caméra, elle est sur eux avant tout. Et on vit que les moments forts. Les moments critiques. Moi. Là j'ai un personnage, par exemple. Ça, c'est un héros, quoi, je pense, c'est ça, voilà. Il a une arme, il a de l'équipement, carrière analyste. Donc je pense que les personnages en fonction de leur carrière. Oui. Voilà, donc l'adresse, il y a différentes cartes. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au jeu de rôle quand même. Hein. L'adresse, le mental, le physique, le social. On a l'impression de votre une fiche de personnage. Voilà. Donc il y a une question qui se pose souvent les relis. Enfin, ils ont toujours très peur quand ils se mettent à table avec un meneur de jeu sadique. On peut mourir. Et si un jour, personne ne meurt, on finit la partie quand même. On est KO. Alors. En fait, on est hors champ. C'est-à-dire que on fait la scène et puis il y a un héros, il se prend une grosse tatane, il est par terre, il est inconscient, il est blessé, peu importe. Du coup, on s'intéresse plus à lui, on se focalise sur ceux qui sont encore là, qui vont peut-être l'aider, le soutenir, mais lui ne joue plus. Là, comme la partie dure 30 minutes, si on se fait sortir, les scénarios sont faits pour qu'on ne se fasse pas sortir au bout des 15 premières secondes, hein, on est bien d'accord. Mais si au bout de 25 minutes, on se fait sortir parce qu'on a fait une action héroïque et qu'on s'en est pris plein la tronche. En général, c'est pour couvrir les potes et puis on tombe. En fait, techniquement, chaque joueur peut encaisser 2 blessures. C'est des cartes blessures et pas plus. Si on doit en prendre une de plus, on est KO. Et on est KO jusqu'à la prochaine scène. Et à la prochaine scène, on revient en jeu, mais avec une carte qui dit qu'on est affaibli. Et on va jouer la prochaine scène avec on boitouille un peu, mais on n'est jamais hors jeu, on n'est jamais mort. On est juste passé un petit peu hors champ, la caméra s'est un peu intéressée aux autres, mais on revient en jeu tout de suite. Donc on va jamais exclure personne. En revanche, les scénarios vont donner des émotions aux joueurs, et les héros vont se faire esquinter. On va taper dessus, on va juste pas les tuer. Merci Ségolène. Je sais pas si Johan peut nous dire justement l'échéance, la sortie du.
En mois de juin, je le dis parce que tu étais hors micro et je sais pas si on t'a entendu. Voilà, au mois de juin. D'accord. Bah écoute, merci pour toi à tout. Hein, à bientôt. Bon salon. C'est pas grave. C'est le salon, hein. Voilà, ouais. Voilà. Donc non, alors je veux dire, mais par contre, au niveau de la, c'est cumulatif, c'est-à-dire que si la personne dans le deuxième scénario est... Non. Ouais, une petite précision, par exemple, beaucoup de jeux de plateau narratifs, quand il y a un personnage meurt, on recommence le scénario. Donc là, ce n'est pas le cas, on continue. Voilà. Ah non, là on avance, on est encore une fois cette histoire de série télé. Il y en a qui vont rester sur le carreau, qui vont se faire blesser, mais on va toujours avancer. On va être pénalisé. En fait, c'est pour inciter les joueurs aussi à pas faire n'importe quoi. D'accord, ils meurent pas, mais s'ils tombent au champ d'honneur sur une scène, la scène suivante, ils vont pas mal boitiller, donc ils vont ralentir tout le monde, ils seront moins performants, ils seront moins efficaces. À eux de faire en sorte sur la scène suivante d'optimiser leur personnage, ses compétences, ses connaissances. Peut-être rester un peu en retrait et pas trop jouer les héros qui va prendre le feu pour tout le monde, en sachant que du coup la scène d'après, il est de nouveau de retour dans la lumière, il a plus cette carte qui l'encombre et c'est reparti pour un tour. Mais c'est aussi un principe mécanique, c'est mécanique et narratif. Tu continues de jouer, mais là fais gaffe, t'as fait un peu n'importe quoi, peut-être lève le pied quoi. Donc si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, quand on joue à Critical, on finit quand même la boîte, même si on meurt, etc. Il y a aucun, voilà, c'est une narration, c'est comme si on regardait, qu'on participait à une série télé en gros, voilà, exactement comme ça. D'accord. Et comment vous êtes partagé le travail avec Christophe ? Comment vous avez fonctionné ? Alors on a bossé, c'est difficile de segmenter. On va dire que on travaille toujours ensemble tous les deux. Christophe, il a été plus sur la c'est lui qui a créé toute la trame narrative de Fondation. Et moi je me suis plus concentré sur celle de la boîte qui arrivera après, qui s'appelle Sanctuaire et qui est une boîte médiévale fantastique. Pour l'instant il n'y a pas de date de sortie, mais qui va arriver après. Mais pour autant, même si c'est lui qui a jeté la trame de Fondation, on a fait des échanges perpétuels sur tel épisode, dans quel sens est-ce qu'on le fait, à quel moment on fait intervenir tel élément, tel événement, avec Joseph aussi. C'est-à-dire qu'on a relu, on a expurgé, on l'a fait relire, on l'a fait tester. Enfin, il y a eu énormément d'étapes de rédaction, puis de playtest, puis de re-rédaction derrière, toujours dans cet esprit de ok, cet élément-là, on aurait envie de le mettre, mais ça fait trop, donc on l'enlève, on compresse, de façon à ce que les enjeux de chaque scène soient toujours très lisibles pour le meneur. C'est ça aussi le truc. Parce que forcément, on a envie qu'il se passe plein de choses, mais il faut toujours que le meneur ait, au début de scène, ok, donc là, l'enjeu de cette scène-là, c'est de dézinguer bidule, c'est de découvrir tel indice. Donc il sait exactement où il va. Et on l'accompagne pas à pas là-dessus. Mais voilà, on va dire que Fondation sort un peu plus de l'esprit de Christophe et Sanctuaire sort un peu plus du mien, mais après ça s'entremêle tellement que ça n'a pas grand sens en fait de partager quoi. Mais je voudrais quand même dire aussi que c'était un bonheur de bosser avec Christophe là-dessus parce que c'est un grand bonhomme du jeu de rôle, que c'est un grand romancier et que travailler avec un gars de ce calibre-là, c'est un privilège quoi. Il va apprécier. Alors, moi, ce qui m'impressionne un peu, c'est bon, Ségolène partie, donc on peut pas trop lui demander son ressenti, mais un type de jeu pareil, c'est Gigamic, tu as dû être vachement surpris qu'ils disent oui quand même, parce que... Alors, la petite histoire, quand on s'est vu à Nuremberg il y a 2 ans, je leur ai montré plusieurs prototypes de jeux de société classiques. On arrivait sur la fin du temps de rendez-vous, parce que quand on fait un rendez-vous d'auteur, il y a un temps. Et à la fin, je dis, sinon j'ai ça, je te le montre vite fait. Je sais que c'est pas pour vous, mais voilà, je te le pitch. C'est un jeu de rôle qui joue sur un coin de table. Et comme disait Ségolène, les yeux de Joseph se sont agrandis parce qu'en fait, ça rencontrait un besoin chez eux, une envie. Et ça s'est fait après extrêmement vite de lancer le projet ensemble. Clairement, ils vont en dehors de leur zone de confort. Mais c'est pour ça que je parlais de Joseph en tant que 3e auteur. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé avec différents éditeurs. Il y a un niveau d'investissement qui va être variable. Et là, on sent qu'ils ont envie d'y aller, qu'il y a le côté commercial où ils veulent que ça marche, mais il y a aussi le côté passion dans les équipes en interne,
je sais que quand ils ont fait les playtests en interne, Joseph devait mettre le hold-up parce qu'il disait attends, on va pas tous vous faire jouer. D'abord un groupe, puis on va ajuster un peu nous derrière, puis un autre groupe. Mais il y avait un peu la file d'attente, quoi. Donc ça, c'est motivant aussi de sentir que l'éditeur se lance sur quelque chose qui est pas dans sa zone de confort, mais que d'une part ils mettent les moyens commerciaux et puis que la passion est vraiment là derrière. On a des rôlistes qui sont, on a une équipe de soutien, quoi. Alors on peut le dire, tu découvres pratiquement en même temps que nous le matériel, en gros, hein, voilà. Bon, maintenant que tu as jeté un long coup d'œil sur ce que tu vois là, bon, est-ce que ça matérialise vraiment tes rêves? Est-ce que tu vois ce que tu avais envie avec Christophe, que vous avez imaginé de voir un jour sur les tables de jeu? Ouais, ça va même un petit peu au-delà parce qu'en fait là j'ai eu les cartes en main illustrées par Pascal Kido. Bon, vous ferez les photos. Et bon, donc déjà il y en a épais, quoi. Et les cartes sont super épaisses en termes de qualité. On a des dégravés, on a cet écran là avec le petit insert derrière en plastique pour mettre ça dedans. Enfin c'est même la boîte, il y a le petit vernis sélectif qui va bien. Voilà, vous le verrez à la sortie, mais il y a un petit bandeau aussi qui vient en bas de la boîte qui est hyper valorisant. Et puis rien que cet écran en fait, quand Joseph nous l'a, il est derrière, je le dénonce parce qu'il est hors champ, mais tu peux venir Joseph si tu veux. Hein. J'arrête pas de parler de toi, donc au bout d'un moment viens si tu veux. L'écran est hyper quali, c'est-à-dire très souvent les jeux d'initiation, on est sur un carton un petit peu fin. Là le truc il peut servir à caler un meuble, quoi. Enfin c'est du très beau, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est du beau matos, quoi. Même on allait jusqu'à faire les petits porte-noms pour que les héros mettent leur patronyme dessus et soient dans l'immersion, quoi. Il y a Oui, en fait c'est ça. Bah, c'est qu'on est aussi des vieux rôlistes, Christophe et moi et Joseph. Donc on a essayé de se dire, alors en tant que rôliste, qu'est-ce qui nous ferait kiffer? De quoi on aurait envie dans cette boîte? Il y a les petites enveloppes pour faire la sauvegarde des personnages entre deux scénarios, parce qu'on va mettre les cartes équipement, les cartes blessures, voilà. Enfin, l'idée étant toujours c'est facile, quoi. On arrête une partie, on met tout dans l'enveloppe, puis on ressort tout une semaine après et roule ma poule. Les dégravés sont très beaux aussi. Enfin non, moi ça fait un peu démago de dire ça, mais je suis vraiment dans le kiff, moi. Oh, pas du tout. Ah oui, avant de clôturer ces petites interviews, les personnages, justement, quand tu me parles des héros, là, donc si tu vois, c'est des petites pochettes de sauvegarde. Donc ces personnages, en fonction du scénario, ils vont trouver des équipements. Et les équipements, en fonction de comment ils jouent, ils seront différents ou il y a... voilà, la question, elle est un peu vague, elle est un peu large. Non, je vais pas trop en dire, mais en fait, il y a effectivement, il va y avoir des upgrades de personnages. Ils vont découvrir des équipements. Il y en a qui seront aussi, peut-être, qui vont perdre en cours de route. Il y a aussi des choses. Il y a aussi des petites surprises dans la boîte, en fait. C'est-à-dire qu'on est. Comment je vais dire ça sans faire de spoil? Il y a des éléments en carton de punch qu'on va manipuler un peu. Alors, on n'est pas dans de l'escape game, hein, mais on est dans de la manipulation ludique qui sort du cadre habituel du jeu de rôle. C'est marginal, mais ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs axes dans Critical. C'est le roleplay, le combat, la narration, et il y a un petit côté aussi parfois énigme de manipuler des éléments, de les combiner entre eux, des petites choses comme ça. Mais donc, pour répondre à la question initiale, oui, les personnages vont évoluer, ils vont monter en puissance. Et quand on va essayer aussi on va essayer, et d'ailleurs on a réussi, pas pourquoi je dis on va essayer, mais la montée en puissance dans un univers contemporain, elle se fait surtout avec l'équipement un petit peu. Sur la fantasy, on a le même corpus de règles, mais le jeu sera différent dans sa mécanique quand même. C'est-à-dire qu'on va, avec une méca qui est très très simple, ça nous permet aussi de nous adapter à chaque univers qu'on va explorer. Et donc là, on s'est donné les moyens de faire du semi-cyberpunk avec certains éléments qui vont un peu être twistés dans la boîte Sanctuaire. Bah écoute, Johan, merci pour tout. Bon, donc ça sort au mois de juin, Ségolène a dit. Voilà, bon, c'est Critical, c'est voué à un bel avenir puisqu'il y a d'autres boîtes qui devraient sortir, etc. Voilà, donc moi franchement, je kiffe bien ce jeu, hein, ça me branche vraiment, hein, franchement, voilà. Donc je pense qu'on va parler beaucoup sur Gameplay de ça. Voilà. Merci Johan, et à bientôt. Ouais.